Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce plateau de la rentrée de l'immobilier 2025 en direct, en live, organisé par Swiss Life Asset Managers France. Comme son nom l'indique, nous allons aujourd'hui vous parler d'immobilier. L'objectif, il est extrêmement simple, faire une rétrospective sur l'année 2024, voir ce que l'année 2025 peut nous réserver. Et évidemment, nous allons parler de produits, de performance. Mais avant d'en arriver là, nous allons faire appel à nos meilleurs experts pour évoquer divers thèmes comme la macroéconomie, l'immobilier, les acquisitions, la valeur verte et évidemment l'hôtellerie. Nous avons intégré dans nos échanges quantité de questions que nous avons reçues en amont, que vous nous avez posées et nous vous en remercions. Mais si jamais nous omettions d'y répondre ou que vous en aviez d'autres, n'hésitez pas à nous en poser directement à l'équipe commerciale. Nous y répondrons par la suite. J'ai la chance aujourd'hui d'être entouré de nos meilleurs experts pour m'accompagner, que je vais présenter brièvement. Béatrice, bonjour. Béatrice, tu es directrice de l'innovation et de la recherche chez Swiss Life Asset Managers France. Merci à toi d'être avec nous. Bonjour Romain, merci de l'invitation. Merci. Johanna, tu es directrice du pôle hôtelier. Merci d'être avec nous. Tu étais déjà avec nous l'année dernière. Nous sommes ravis de t'accueillir de nouveau cette année. Bonjour Romain. Et enfin, Charlie, tu es directeur adjoint des acquisitions chez Swiss Life Asset Managers France. Nous sommes ravis de t'accueillir et tu vas nous parler, bien évidemment, des acquisitions. Tu vas nous présenter ton métier. Bonjour. Béatrice, je voulais commencer avec toi et parler évidemment de macroéconomie et de marché immobilier. Et finalement, quelles sont les bonnes ou mauvaises nouvelles de l'année 2024 et quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer? Alors très bien, par rapport à l'introduction générale que tu as faite, je vais juste rebondir sur la notion de produit et mettre finalement l'immobilier en perspective par rapport aux produits qui vont être présentés pour dire quand en général on s'adresse à des gérants de fortune, de patrimoine, il est bien évident que l'immobilier est une brique dans une allocation de portefeuille globale. Et pour revenir par exemple aux résultats, aux performances 2024, par exemple, il est bien évident qu'en 2024, il fallait être plutôt sur de l'or, sur du high yield, sur du cash. Et bien entendu, l'immobilier s'intègre dans une duration très longue. D'accord ? Donc les performances, finalement, vont être générées sur le long terme. Sur le long terme. Et ça, c'est très important parce que l'immobilier est le premier sous-jacent qui permet de diversifier les portefeuilles par rapport aux autres classes d'actifs. Alors, pour revenir sur les bonnes et les moins bonnes nouvelles, à la fois macroéconomiques et, j'allais dire, immobilières, alors, il y a toujours le triptyque inflation, croissance et taux. Il y a eu des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Les bonnes nouvelles sont venues des États-Unis avec finalement une croissance qui a été relativement élevée à 2,8, proche de 3%. Malheureusement, le grand écart a continué avec la zone euro puisqu'on était sous 1%. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. En revanche, la bonne nouvelle est quand même venue, entre guillemets, sur le ralentissement de l'inflation qui a permis finalement d'enclencher une baisse des taux, d'abord par la BCE et ensuite par la Fed en septembre. Globalement, 100 points de base pour les deux autorités monétaires. Enfin, quand on raisonne sur la croissance, sur l'inflation, les taux directeurs, il ne faut pas oublier les taux longs. Et là, on a eu plutôt une mauvaise nouvelle du côté, alors je ne vais pas dire seulement de la zone euro, mais plutôt du côté français par rapport aux auditeurs, notamment après la dissolution, puisque les OAT sont repartis à la hausse à 3,1, à 3,4 au mois de janvier. Et c'est la vérité que finalement, c'est venu peser sur, j'allais dire, le cadrage un peu global, l'environnement et en particulier sur l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait à une reprise à partir de du second semestre 2024 en se disant que il y allait avoir une baisse des taux de la BCE et que ça allait créer une forme de momentum sur les transactions, sachant que le marché français était relativement bien positionné parce que les taux de capitalisation avaient globalement convergé. Donc là, ça a été quand même relativement décevant et on le voit aujourd'hui, il y a une forme d'incertitude. Après, comme j'ai dit, il y a quand même globalement, quand on regarde secteur par secteur, et au niveau finalement de ce qu'on observe des transactions, au niveau de ce qu'on observe des valorisations, c'est quand même deux dynamiques assez différentes. Ce qu'on peut dire, en tous les cas, pour la France, et après je vais revenir sur l'Europe, c'est que malgré une hausse des OAT, finalement, les valorisations se sont stabilisées.
D'accord, il n'y a pas eu un effet finalement de décompression des taux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a une forme de voilà. Bon an, mal an, on reste un petit peu. Ça, c'est bien. Concernant évidemment les transactions, je l'ai expliqué, il y a bien entendu un ralentissement de l'activité. On le voit par les volumes. Finalement, on termine sur 12 milliards sur l'immobilier commercial en France, 19 milliards en reprenant l'ensemble des secteurs. Sur l'Europe, on est à 150 milliards, sachant que finalement la France n'a pas été seule touchée au second semestre. Il y a eu quand même l'Allemagne avec le fait qu'il va y avoir des élections en Allemagne. Et quand en général on regarde les deux grands marchés en immobilier dans la zone euro, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a aussi eu un très fort ralentissement sur le marché allemand. Au-delà du phénomène géopolitique, il y avait aussi une baisse de valeur qui était finalement beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu observer par exemple sur le marché français. Ça, c'est un petit peu pour ce qu'ont en tête les gens qui nous regardent, parce que quand on parle à la fois du manque de dynamisme sur le marché de l'investissement, des baisses des valeurs, tout le monde pense au bureau. Donc c'est vrai, il y a eu pas mal de... Voilà, c'est parce que pourquoi on va dire 70% en général de l'allocation, c'est sur du bureau. Voilà. Et puis, il y a quand même des secteurs qui ont mieux résisté. Aujourd'hui, par exemple, c'est le secteur de la logistique qui est bien reparti. Et la grande star, quand même, depuis 2022, c'est le secteur de l'hospitality qui avait été considéré comme une niche et qui a véritablement fait son entrée dans la cour des grands, parce qu'il y a eu des performances opérationnelles qui ont été au rendez-vous dès 2022. Il y a eu des changements structurels très importants qui font que c'est véritablement un secteur qui est pensé comme un relais de croissance à moyen et long terme, notamment par rapport à la croissance, aux taux d'intérêt de court terme, aux taux d'intérêt de long terme, finalement, qui sont très importants quand on fait de la gestion de patrimoine, voilà, que ce soit pour les high net worth ou pas seulement. Entendu. Merci pour cette vision globale et malgré tout assez précise. Concrètement, si on a envie de poser des chiffres là-dessus, entre les secteurs les mieux lotis et ceux les moins bien lotis, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, c'est une très bonne question et je dirais, bien entendu, tout le monde a parlé de polarisation, c'est-à-dire, alors le secteur des bureaux est à la peine, mais au sein du secteur des bureaux, il y a quand même ce que moi j'appelle, donc c'est ma terminologie, les gens parlent de polarisation, et je pense qu'en fait, on peut se dire finalement, il y a une forme d'archipel, c'est-à-dire que bien évidemment, les centres-villes ont mieux résisté par le phénomène du télétravail, par le phénomène de très forte productivité, ce qu'on appelle des externalités positives, et il y a un phénomène de reconcentration vers les centres-villes, mais il est possible parfois, à partir du moment où on a fait un stock picking relativement, j'allais dire, judicieux par le passé, avant le choc exogène qu'on a connu par la crise sanitaire, finalement d'avoir des actifs qui sont très résilients. Donc on parle de polarisation, d'accord, mais il faut voir ça un peu comme une dynamique de marché très particulière, comme une forme d'archipel. Donc évidemment, le bureau est plus à la peine et il y a véritablement un grand écart, à la fois là aussi en termes de valorisation, des valeurs qui continuent finalement de s'ajuster. Et en revanche, quand il y a eu des très bons actifs, non seulement les valeurs sont stabilisées, mais des fois elles ont même repris. Ça, c'est important. On pourrait se dire qu'on a un peu la même chose sur le secteur finalement de la logistique, entre des actifs finalement, des plateformes qui sont très résilientes, et puis plutôt des actifs plutôt obsolescents. Donc encore une fois, il y a à boire et à manger. Donc quand bien même on parlerait d'une fracture, d'accord, d'une divergence, encore une fois, il faut être relativement subtil et nuancé sur les territoires quand on parle du marché français, mais aussi au niveau européen. Donc d'où l'intérêt finalement d'avoir une plateforme, puisqu'en fait les dynamiques locales sont très importantes. D'accord. Donc beaucoup de disparités entre les secteurs, les zones géographiques et même au sein d'une même zone géographique, des actifs qui résistent mieux. Tout à fait. Et peut-être que je vais donner des ordres de grandeur par rapport à la valorisation. Voilà, et je pense que Charlie reparlera tout à l'heure des taux de capitalisation, peut-être, ou alors éventuellement Julien plus tard. C'est vrai, quand on réfléchit à des baisses de valeur, sur le bureau, quand on est sur, entre guillemets, des actifs plus pénalisés, c'est de moins 20 à moins 40% quand même, parce qu'il y a un prix de la liquidité qui est extrêmement important. Donc à partir du moment où on a mis un actif en vente, il y a une décote très importante. Et en revanche, pour les actifs prime, en moyenne, selon les indicateurs MSCI, pour la France, mais aussi dans d'autres, finalement, cœurs de ville, on est plutôt allé à moins 5 et on est à une stabilisation sur la fin d'année. Donc on voit bien qu'on n'avait jamais connu ça, finalement, en immobilier. Donc, quelque part, j'allais dire que le roi est nu. Quand les gérants ont bien fait leur travail, ils ont bien sélectionné les actifs en amont depuis des années, finalement, il n'y a pas véritablement de problème. Il y a eu un ajustement par le fait du redressement des taux d'intérêt à partir de 2022. Là, ça se corrige. Bon,
bon an, mal an, il n'y a pas véritablement péril en la demeure. Voilà, merci pour les chiffres et c'est une parfaite transition avec ma prochaine question qui est dire finalement, en termes de stratégie de portefeuille, tu parlais de gérant, tu parlais d'allocation, quel est l'impact de tout ce que tu viens de nous dire? Quel est l'impact de tout ça? Alors c'est une question très pertinente, notamment sur l'allocation de portefeuille de moyen et long terme. En fait, on s'aperçoit qu'on peut être, ce qu'on dit chez Swiss Life Asset Managers, et je regarde Joanna parce que je travaille beaucoup avec elle, c'est-à-dire on peut être en situation de leadership, d'aller se positionner très tôt sur un secteur, et ça a été le cas pour nous, notamment sur le secteur de l'hôtellerie. Et ce qu'on voit en termes d'allocation de portefeuille et de rotation de portefeuille, c'est que si finalement nous on est présent sur le secteur depuis plus de 10 ans, on va dire, on s'est aperçu que la majorité des gérants, la majorité des maisons ont essayé de se positionner sur un secteur qui, paradoxalement, est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus technique que les autres secteurs. Parce que, à la fois, le terrain de jeu est immense sur le secteur de l'hôtellerie, notamment en Europe, puisque l'Europe est la première destination mondiale, et aussi en termes, finalement, de typologie d'actifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle une différenciation verticale par le type de gamme, mais aussi une différenciation horizontale entre la France, l'Allemagne, l'Italie, par exemple, l'Espagne ou le Portugal. Donc on a cette espèce de double diversification. Et quand bien même, finalement, certains gérants, investisseurs aimeraient se positionner sur ce secteur-là nécessite quand même une expertise, un track record très particulier, encore une fois, pour être capable de faire de l'allocation stratégique et de l'allocation tactique. Mais on a déjà vu effectivement le fait que les gérants essayaient d'avoir... Pourquoi l'hôtellerie? Parce qu'en fait, quand on gère de l'hôtellerie, on peut dynamiser la performance, tout simplement parce qu'on peut avoir des fois la mainmise sur l'aspect opérationnel du sous-jacent. Donc ça, c'est véritablement important. Pourquoi? On l'a vu, si tu me permets encore une fois, de dire finalement, depuis 2022, c'est le seul secteur qui a pu quelque part, faire passer l'inflation sur les prix de sortie. Il n'y a pas d'autre secteur. Ça, c'est important. Évidemment. Ça, c'est important et c'est de la valeur pour nos porteurs de parts. Exactement. Tu as un double edge, finalement, par rapport à l'inflation. Exactement. Et tout le monde l'a bien compris. Et c'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, de manière plus générale, par exemple, il y a pas mal d'acteurs du private equity qui essaient de venir sur ce secteur-là. Voilà. Entendu. Tu avais fait en 2020, notamment avant la crise, finalement, beaucoup de travaux d'analyse, de recherche sur ce marché de l'hôtellerie. Finalement, est-ce que les recommandations que tu avais émises en 2020, avant toute cette période tumultueuse, pouvons-nous dire, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, je n'ai pas été la seule parce que l'allocation d'actifs, c'est un travail quantitatif. Et puis, on a des experts parce que quand on regarde les marchés, en gros, on se pose différentes questions. La question, c'est la profondeur de marché. On la raisonne par les nuitées et on la raisonne par les arrivées. Et ensuite, on superpose la taille des marchés, la liquidité des marchés, la transparence des marchés. Donc, il y a quelque part 4 grands candidats qui permettent de diversifier une allocation idéale parce qu'en fait, les moteurs de performance sont assez différents, qui sont la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, qui sont les 4 grands pays de la zone euro et qui sont aussi les 4 grands pays à l'époque, quand on réfléchit sur 10-20 ans, en termes de trafic et de nuitées. Finalement, avant la crise sanitaire, ce qui était important, c'était de voir qu'il y avait on va dire pour la faire très courte, des dynamiques de demande qui étaient assez différentes entre le tourisme domestique, le lifestyle, le leisure et finalement la demande d'affaires. Et il y a des pays qui sont plus concentrés sur finalement la demande de leisure. Ce dont on s'est aperçu, c'est que la crise sanitaire, elle a fait une chose très importante, c'est qu'elle a lissé la volatilité du secteur. Première chose importante. Deuxième chose importante, c'est que le télétravail a permis finalement de booster tout simplement certains sous-marchés, notamment tout ce qui est plutôt voyage urbain du vendredi au lundi. Quatrièmement, il y a des secteurs qui ont été finalement
le cœur d'agglomération de l'allemande, et c'est véritablement les pays de l'Europe du Sud, contrairement à l'Allemagne qui a pâti d'une moindre demande domestique par rapport aussi aux problématiques que connaît l'Allemagne sur le front économique, donc moins de voyages internes. Donc la recommandation, elle est différente. Pourquoi ? Parce qu'avant 2020, on avait une répartition relativement équilibrée, quasiment entre 20% pour ces 4 grands pays, plus ou moins, évidemment un peu moins pour l'Allemagne, et on essayait de dynamiser par des pays satellites, par exemple le Portugal, mais aussi les Pays-Bas, etc. Et évidemment, après la crise sanitaire, on va réduire la poche allemande et on va aller plutôt sur des pays qui vont porter de la diversification à la fois horizontale et verticale. Et là, on va être plutôt sur l'Europe du Sud, notamment sur l'Espagne, qui est véritablement, je ne vais pas parler de la France, Johanna en parlera, qui est véritablement le pays, ce qu'on appelle de value for money. D'accord, très important. Et nous allons en parler tout de suite après avec Johanna. Voilà. Béatrice, merci beaucoup pour tes explications, merci pour ton temps. Johanna, rebonjour, merci de nouveau d'être avec nous. Tu étais déjà là l'année dernière, tu es de nouveau là en 2025, preuve de notre intérêt et de notre conviction pour le marché de l'hôtellerie. Première question extrêmement simple, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective sur 2024, nous donner une vision globale du marché de l'hôtellerie? Alors, à l'échelle de l'Europe, le bilan de l'année 2024 est très bon, tant du point de vue des performances opérationnelles que du point de vue des investissements. Donc, Béatrice en a dit quelques mots. L'hôtellerie est une des seules classes d'actifs qui a vu ses valeurs d'expertise rester soit stables, soit continuer à progresser sur certains pays, et notamment en Europe du Sud. Donc si on revient sur les performances opérationnelles, l'Europe va clôturer, les chiffres ne sont pas encore définitifs. En janvier, c'est un peu tôt. C'est un tout petit peu tôt, mais nous allons clôturer l'année avec des taux d'occupation en progression de l'ordre de 1%, donc une progression assez modérée, et une progression des prix moyens la plus marquée, de l'ordre de 5% en moyenne en Europe. Donc c'est le retour des visiteurs internationaux, notamment en provenance des États-Unis, du Moyen-Orient et de la Chine, qui a stimulé le marché. Et donc l'Espagne et les pays d'Europe du Sud qui sont les grands gagnants cette année, en particulier les voyageurs ayant en effet privilégié les destinations méditerranéennes du fait d'une saisonnalité très favorable tout au long de l'année. Donc une année plutôt dans la continuité des belles performances de 2023, et ce, malgré toutes les tensions qu'on connaît, économiques, géopolitiques, sociétales. Donc sans prétention, et Béatrice l'a déjà dit, l'Europe reste et restera la destination incontournable du tourisme mondial, du fait de son patrimoine riche, varié, la diversité de ses hébergements, que ça aille du très très haut de gamme à l'entrée de gamme, ses infrastructures et surtout son accessibilité. On a un des réseaux de transport un des meilleurs au monde. Et quand même à noter, c'est toujours sympa de le dire, que dans le top 5 des pays les plus visités au monde, nous avons toujours la France en tête, suivie derrière par l'Espagne et l'Italie. Alors, tu évoques justement différentes zones géographiques, différents pays plutôt, pour être plus précis, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Concrètement, j'imagine qu'un hôtel en France ou un hôtel en Espagne, ça ne répond pas aux mêmes besoins, aux mêmes demandes de la clientèle. Est-ce que tu peux nous positionner brièvement chacune des spécificités de ces 4 pays en quelques mots pour qu'on comprenne bien la logique espagnole versus la logique allemande, par exemple? Alors, Béatrice a très très bien introduit le sujet tout à l'heure. Donc tout d'abord, ces marchés, AE4, concentrent à peu près les 3/4 du trafic touristique en Europe. Les 3/4. Les 3/4. Okay. D'où leur pertinence dans une stratégie de diversification géographique. Donc ça pose un peu le sujet. Ensuite, quand on parle de caractéristiques de ces différents marchés, il y en a évidemment une multitude, mais il y en a 4 qui sont majeures et qui dépendent de 2 choses. D'une part, la provenance de la clientèle, qu'elle soit domestique. Domestique, c'est
qui provient de l'intérieur même Local, du pays, ouais. local ou international. Et ensuite, la finalité du voyage. Affaires Business ou- versus voilà. loisirs. Donc, 4 caractéristiques qui vont être plus ou moins dominantes en fonction de ces marchés. Alors, la France, on y passe, voilà. On s'arrête un peu sur la France, puisque, alors, ce qui est intéressant avec la France, c'est qu'elle coche un peu toutes les cases. Hein, elle est bonne un peu dans tout. Hein. Il y a autant de loisirs que d'affaires, une clientèle qui est à la fois très internationale, mais également un socle domestique qui est extrêmement important. Et c'est ce qui a permis une reprise très rapide des performances post-Covid. Alors, c'est aussi un marché qui connaît des pics de saisonnalité très importants en fonction des régions. Et une spécificité de la France, c'est l'influence très importante de la destination Paris. Hein, nous avons quand même en France toujours le phénomène Paris Versus et le reste. Et le reste du monde. Voilà. A contrario, l'Espagne est un pays qui est beaucoup plus décentralisé et le loisir reste le moteur de croissance le plus important, surtout sur les destinations balnéaires, avec une clientèle internationale, mais essentiellement en provenance de l'Europe. Là où la France, quand on parle de clientèle internationale, on couvre vraiment à la fois une clientèle qui provient de l'Europe, mais Du monde entier. Je ne vais pas dire qu'en Espagne, il n'y a pas une Bien clientèle sûr. qui provient du monde Mais entier, mais on c'est est une quand même tendance différente. sur une clientèle qui est essentiellement européenne. Et ce qui caractérise le marché espagnol, c'est également un taux de pénétration des chaînes qui est le plus important en Europe, avec des chaînes, les chaînes internationales et les chaînes espagnoles qui jouent un rôle majeur en Espagne. À noter que c'est une hôtellerie qui s'est beaucoup structurée, qui s'est beaucoup améliorée en qualité, avec notamment sur la partie hôtellerie urbaine versus hôtellerie de loisirs. On a toujours connu, quand on pense à l'Espagne, on pense aux grands resorts all-inclusive. Mais en fait, aujourd'hui, l'Espagne, c'est plus que ça. On a vraiment une hôtellerie urbaine qui se développe beaucoup et qui intéresse de plus en plus les investisseurs. Donc ça, c'était pour la France et l'Espagne. Si on regarde les deux autres pays que sont l'Allemagne et l'Italie. Alors l'Italie, donc, c'est le 4e pays le plus visité au monde, qui est plutôt caractérisé par un tourisme culturel. D'accord. Là, on est aussi sur une clientèle très internationale en Italie et plutôt une clientèle à fort pouvoir d'achat. Donc on a une hôtellerie de luxe qui est assez développée en Italie, mais en moyenne, on a quand même une prépondérance de petits hôtels indépendants en Italie et un taux de pénétration des chaînes qui est, lui, pour le coup, le plus faible d'Europe. À l'opposé de pays l'Espagne. méditerranéen aussi, Voilà. que tu évoquais au préalable. Aussi à noter qu'en Italie, on a beaucoup parlé du phénomène de surtourisme sur certaines destinations. Donc on a Venise et Florence sont souvent cités en Tout à exemple. fait. Et enfin, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le marché d'affaires. Hein, et avec une clientèle domestique qui est très très importante, puisque ça représente à peu près les 3/4 des D'accord. unités. Donc on n'a pas une culture touristique internationale très ancrée en Allemagne, mais le secteur y est en développement. D'accord. Donc de fortes différences entre ces quatre pays. C'est extrêmement intéressant, j'imagine, pour la gestion de portefeuille derrière, parce que ça permet de jouer sur des leviers différents. Maintenant, si on revient un tout petit peu en arrière, tu as parlé de la France, mais je voudrais qu'on y revienne. Il s'est passé beaucoup de choses en 2024 sur le marché français, je pense évidemment au JO, mais je crois que tu vas nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut en dire, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'année, et ça à l'image de ce qui s'est passé en Europe, l'année globalement en France a été bonne, mais après une année 2023 qui avait été exceptionnelle. Et ça, au début de l'année dernière, on n'avait pas encore réellement conscience De combien c'était bon? De combien c'était bon. Voilà, c'est une manière assez jolie. C'est une manière assez jolie de le dire. Donc en fait, 2024
a suivi un peu ce très bon millésime, mais en fait, c'est vrai que 2023 avait été exceptionnel, marqué par une reprise très très intense de l'activité depuis 2022, qui s'est poursuivie en 2023, et avec un retour massif des visiteurs internationaux, notamment en provenance des États-Unis. Alors en début d'année 2000... Les États-Unis reviennent, ça c'est intéressant. Ah oui, oui, Ouais. c'est les premiers à être venus, c'est les Américains, avec un très fort pouvoir d'achat. Au début de l'année 2024, toute la profession spéculait sur une poursuite de cette tendance et donc sur encore une année record, voire meilleure que 2023, du fait de la perspective de l'organisation des JO à l'été. Alors à date, et je précise, c'est pas des chiffres définitifs, c'est un peu tout. mais selon les différentes études qui commencent à être publiées, tout segment confondu, on va vraisemblablement être sur une année quasi équivalente à 2024, ce qui est bien. Au demeurant, ce qui est très bien quand on sait que 2023 a été une très bonne année. Mais alors, si on regarde les chiffres, nous allons probablement être sur une légère baisse du taux d'occupation, de l'ordre de moins 1%, donc c'est quand même pas énorme, et une progression du prix moyen de l'ordre de 3%. Donc en moyenne, nous spéculons sur une reprise des chiffres d'affaires, une augmentation des chiffres d'affaires de l'ordre de 2% en moyenne en France. Alors la vraie différence par rapport à 2023, c'est le contraste entre les différentes régions. En 2023, toute la France avait progressé, avec Paris et la région parisienne qui s'étaient démarquées avec des progressions de l'ordre de 20%. Là, on a vu Paris et les régions qui se sont plutôt stabilisées. Seule la région PACA a continué à progresser. Donc ça, c'est une vraie différence par rapport... Et comment on explique justement ce contraste? Enfin, pourquoi finalement on a la région PACA que tu évoques qui performe très bien, si je puis dire, versus d'autres peut-être moins bien, et versus Paris la région PACA, en fait, elle continue sur sa lancée. Donc, rien de neuf sous le soleil. On est sur une destination très internationale, sud de la France. Donc, on coche un peu les cases qu'on connaît, climat, à la fois destination internationale, etc., etc. Maintenant, ce qui s'est passé... en fait, pour expliquer ce qui s'est passé en France, il faut plutôt se concentrer sur Paris et sur effectivement l'impact des JO. Et en fait, contre toute attente, Paris a connu au mois de juin un mois historiquement mauvais. Malgré les JO. Malgré les JO qui approchaient. Et on a parlé de moins 25% de chiffre d'affaires en moyenne sur l'hôtellerie parisienne au mois de juin. C'est historique, alors que c'est un mois qui est traditionnellement très fort et très important, très contributeur pour l'hôtellerie en général. Donc, en cause, une conjonction de facteurs, dont un qui a été prépondérant, qui est l'effet d'éviction des touristes habituels à l'approche des JO et les craintes sécuritaires. Voilà, il faut quand même le noter. Des craintes qui ont été largement levées pendant la quinzaine des Jeux, où là, on a vu des chiffres d'affaires multipliés par 3. Bon, c'est pas très étonnant, hein, vous me direz, c'est pas très étonnant, mais donc une quinzaine exceptionnelle. Et sur la suite, l'automne a été plutôt satisfaisant et nous commençons là à voir sur la fin d'année une reprise des taux d'occupation sur Paris. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Bon, à plus long terme, les JO de Paris devraient avoir une influence positive sur l'image de la France d'un point de vue touristique et événementiel. Et avec toutes les nouvelles infrastructures et une confiance renouvelée dans l'image de la France pour les touristes étrangers. Très bien. Si je te pose la même question sur le secteur hôtelier espagnol, Béatrice en avait parlé en introduction, quel constat on peut faire en quelques mots?
L'Espagne est indéniablement le grand champion de cette année 2024 qui se consolide. Il fallait avoir de l'Espagne. Oui, il fallait avoir de l'Espagne. Donc nous avons là une grande puissance touristique mondiale. C'est aujourd'hui d'ailleurs devenu la deuxième puissance touristique dans le monde, qui affiche des résultats records. Alors j'en ai quelques-uns à vous livrer. C'était des chiffres à fin novembre, mais on parle de plus 5% de taux d'occupation à Madrid, plus 4% de taux d'occupation à Marbella, plus 15% de prix moyen à Madrid, plus 8% de prix moyen à Barcelone. En moyenne, les chiffres d'affaires ont progressé de l'ordre de 10%. C'est énorme. Donc on est sur une croissance en Espagne, donc un bilan très positif, avec un moteur de la croissance qui est toujours le loisir, du fait d'un climat qui reste le facteur clé du succès touristique de ce pays. Donc une année 2024 qui démontre encore l'excellent dynamisme et la consolidation du secteur hôtelier en Espagne, mais pas que en tant qu'industrie clé, mais également en tant que produits les plus attractifs pour les investisseurs. En effet, nous avons vu en 2024 le secteur hôtelier se positionner comme la deuxième classe d'actifs la plus attractive pour les investisseurs. À peu près 30% du capital investi en Espagne en 2024 a été investi sur de l'hôtellerie. Donc c'est quand même une vraie différence. Donc on parlait de l'hôtellerie qui rentre dans la cour des grands. Là, nous en avons, on y est clairement. Donc puis après, la nouvelle tendance en Espagne, c'est qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour l'hôtellerie urbaine. Versus loisirs, mais ça je le disais, c'est une hôtellerie qui est en train de vraiment se renouveler, se restructurer. Entendu. Merci pour tes propos très clairs. Je vois que le temps passe vite même. En 2 mots sur 2025, t'es comment? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es positive? Est-ce qu'on continue sur cette lancée? Oui, on continue sur la lancée. Nous serons vraisemblablement sur la capitalisation des effets jeux sur la destination France, mais plutôt celle de la stabilisation des belles performances en Europe. Donc on arrive un peu on va arriver à l'effet plateau, mais dans un contexte on va dire géopolitique, économique un peu moins lisible, notamment sur l'effet taux, la classe d'actifs hôtelière va rester une classe d'actifs attractive avec, on a parlé des très bonnes performances qui compensent très largement l'effet taux, donc des valos qui sont très stables, voire qui continuent à progresser sur certains pays. Donc la reprise des voyages d'affaires aussi qui devrait compenser l'éventuelle baisse des voyages de loisirs et à l'échelle de l'Europe, un moteur de croissance qui sera surtout dépendant des voyages en provenance de l'Europe, donc plutôt du court moyen courrier, une reprise qui continue des voyages long courrier en provenance des États-Unis, on l'a dit, du Moyen-Orient, et un retour qui n'est pas encore revenu au niveau pré-Covid de la clientèle asiatique. Donc l'hôtellerie va rester plus que jamais une classe d'actifs attractive et très contributive au développement des performances, notamment donc, des fonds. Donc il faut en avoir dans les fonds grand public. Absolument. Je remercie beaucoup pour ces explications très claires. Charlie, je voulais te donner la parole. Je le rappelle, tu es directeur adjoint des acquisitions chez Swiss Life Asset Managers France. Et les acquisitions, c'est un métier qu'on a tous en tête, mais finalement, je trouve qu'il est extrêmement important de te donner la parole pour comprendre précisément ton métier et comprendre pourquoi ça porte véritablement de la valeur dans les portefeuilles de bien acheter. En 2 mots, peux-tu nous décrire, et avec tes mots, peux-tu nous décrire finalement ton métier? Merci Romain. Notre rôle aux acquisitions, c'est assez simple, ça va être d'investir la collecte et donc en fait de gérer tout le processus d'investissement de A à Z. Donc le A, en fait, ça va être identifier les meilleurs actifs conformément à la stratégie d'investissement qui a été définie. Cette identification, en fait, elle passe par plusieurs choses. D'une part, c'est identifier les meilleures localisations,
les meilleurs locataires, les meilleurs actifs, etc. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va passer dans ce qu'on appelle, on va émettre une offre et si elle est acceptée, on va passer ce qu'on appelle due diligence. Donc c'est la vérification de l'ensemble de l'immeuble, tant sur ses aspects techniques, de son organisation juridique, mais aussi, par exemple, une analyse financière assez poussée des locataires pour vérifier que ils sont en mesure de payer leur loyer de manière pérenne. Mais aussi, ça va passer aussi par la performance environnementale de l'actif, etc. Et donc, une fois qu'on a fait ça et que tout ça est satisfaisant, on va passer à la partie formelle. Donc, on va formaliser l'acquisition par des actes qu'on va négocier. Une fois qu'on a signé, c'est là où on passe l'immeuble aux équipes de gestion. Très bien, c'est clair, merci. On a compris des propos de Johanna et de Béatrice au préalable qu'on aimait beaucoup en ce moment l'Europe du Sud. Mais l'Europe du Sud, c'est vaste, c'est large. Quelles sont les zones que tu couvres précisément? Oui, alors chez Swiss Life Asset Managers, l'Europe du Sud, ça concerne en fait l'Espagne, le Portugal et l'Italie. On investit sur cette zone depuis 2017, donc ça fait quelques années. Et on est un acteur historique sur ces marchés puisqu'on a investi depuis 2017 plus de 600 millions d'euros. D'accord, c'est beaucoup. Et donc personnellement, je travaille sur cette zone depuis 2019, dans laquelle j'ai réalisé 14 transactions pour environ 250 millions d'euros. Et aujourd'hui, j'en ai la responsabilité depuis octobre 2024. Et je tiens à bien préciser en fait cette expérience et cette empreinte qu'on a en Europe du Sud parce qu'en fait, ce sont des marchés plus petit que la France ou l'Allemagne, et donc être un acteur identifié, reconnu, actif, qui investit, c'est extrêmement important pour pouvoir avoir accès aux meilleures opportunités que les autres n'ont pas. Entendu. Tu viens de dire, je rebondis sur tes propos, ce sont des marchés qui sont plus petits que la France, par exemple. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on achète un immeuble de la même façon en France qu'on en achète un en Europe du Sud? Alors, oui et non. Ouais, voilà, il n'y a peut-être pas de différence après. Ouais. Alors, je vais dire oui et non, parce que il n'y a pas de différence dans le sens où on va avoir la même grille de lecture de l'immobilier. C'est-à-dire, quelle est ma localisation? Quel est mon locataire? Quelle est la dynamique commerciale de mon immeuble, de ma zone, etc. Les principes de base. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on va avoir la même exigence d'investissement que ce soit en France et en Europe du Sud. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, en termes de différence, effectivement, il y en a. D'une part, en termes de structure de marché, Johanna l'évoquait tout à l'heure, en fait, la part des investissements en Espagne et au Portugal, par exemple, en commerce et en hôtellerie, est beaucoup plus importante qu'en France ou en Allemagne. Et donc, on va avoir sur ces classes d'actifs une profondeur de marché qui est plus importante avec des investisseurs institutionnels et privés qui sont extrêmement actifs. Entendu. Concrètement, donc, une différence de structure de marché. Mais est-ce que, dans les faits, on achète un immeuble de la même façon en Allemagne qu'en Espagne? Est-ce qu'on passe en Espagne, par exemple, devant un notaire comme on le fait en France? Dans l'exécution, finalement. Alors, on passe devant un notaire, mais effectivement, dans l'exécution de la transaction, c'est assez différent, puisque en France, on va être beaucoup aidé des notaires qui vont nous aider dans les due diligence, dans la rédaction des actes et dans la négociation. En Espagne, au Portugal et a fortiori en Italie aussi, on va être plutôt aidé par des avocats. Et en fait, le notaire va arriver vraiment à la fin du processus et va être plutôt la personne qui enregistre l'acte. Donc, on va vraiment travailler avec plutôt des avocats et donc avoir un socle, être très présent depuis longtemps et avoir un socle de conseils en qui on a confiance, c'est extrêmement important pour pouvoir exécuter des transactions de manière en toute confiance. Ensuite, l'autre spécificité, c'est qu'en Europe du Sud, et plus particulièrement en Espagne, il n'y a pas de droit de préemption. Au Portugal, il est assez court. Et donc, en fait, ça, c'est un élément qui va nous permettre d'investir la collecte plus rapidement. Typiquement, entre le moment où on analyse un dossier et le moment où on investit, il va se passer entre 1 mois et demi. En France, on va être plutôt sur 4 mois, 4 mois et demi, puisqu'on a ce droit de préférence urbain qui s'applique. Et ça, j'imagine que ça plaît, on en parlera avec Julien tout à l'heure, mais j'imagine que ça plaît beaucoup à nos amis gérants, parce que si la collecte est investie rapidement, évidemment, ça génère des intérêts et donc de la performance sonnante et trébuchante. Concrètement, est-ce que tu as des exemples d'acquisitions récentes que tu as réalisées sur l'Europe du Sud et qui peuvent nous permettre de bien comprendre les actifs qu'on travaille là-bas?
Je peux évoquer deux investissements que nous avons faits par le passé qui sont un peu emblématiques de notre ADN. Un premier exemple, c'est au Portugal. En fait, on a investi dans un hôtel à Lisbonne en 2020, donc en période Covid. Et donc, ça a été un vrai coup, en fait, parce que déjà, la transaction était relativement complexe. Il a fallu renégocier certains termes. Et en plus de ça, il y avait le contexte que tout le monde connaît. Et donc, on s'est posé, en fait, collégialement, avec Johanna, Béatrice et le comité, pour se dire, mais quel est le futur de l'hôtellerie ? Quelle va être la demande à long terme, puisque l'immobilier, c'est du long terme. Et donc aujourd'hui, à court terme, on a tout le monde qui fuit qui a peur, mais à long terme, quelle est la création de valeur que nous allons avoir? Et donc en fait, ça, c'est vraiment notre ADN, d'aller chercher des transactions complexes et d'aller vraiment d'avoir une vision très long terme pour être en mesure d'aller chercher les meilleures opportunités. Un deuxième exemple, c'est aussi un portefeuille de commerce en Espagne que nous avons fait dans des villes moyennes. Et quand le dossier est arrivé sur mon bureau, en fait, on s'est posé la question et on a choisi d'y investir. On a choisi d'investir dans ces actifs, dans ces villes, parce que même si ce n'était pas Madrid ou Barcelone, en fait, il s'agissait des meilleurs emplacements dans leur sous-marché avec le meilleur locataire qu'on pouvait avoir, c'était Zara. Et en fait, ça aussi, c'est notre ADN de laisser de côté certaines idées préconçues d'un investisseur international qui va être de dire il ne faut investir qu'à Madrid, qu'à Barcelone, dans les grandes villes. Pas forcément. On peut aller investir dans les meilleures zones locales pour aller dénicher justement des opportunités qui passent sous le radar des investisseurs. Investir dans les territoires, dans les régions pour Exactement. Mettre en œuvre toute notre spécificité, notre savoir-faire qu'on sait, on ne se contente pas des grandes villes. Exactement. Entendu. Merci Charlie. C'est l'heure pour moi de vous remercier toutes et tous. Mesdames et messieurs, ne bougez pas. Nous allons vous retrouver dans une minute. Nous allons accueillir de nouvelles personnes sur ce plateau. Nous allons vous proposer une courte vidéo. Et tout de suite après, nous allons parler de valeurs vertes et évidemment des produits que vous connaissez, des performances, des nouveautés. Et nous allons poser très directement nos questions aux gérants. Je vous donne rendez-vous dans une minute. Ne bougez pas. Mesdames et messieurs, de retour en direct sur ce plateau de la rentrée de l'immobilier 2025. J'ai la chance d'accueillir de nouveaux experts avec nous. Bruno Blavier, merci Bruno d'être avec nous. Merci Romain. Tu es directeur de l'ESG Immobilier chez Swiss Life Asset Managers France et nous allons parler de valeurs vertes. On va y revenir tout de suite. Et tout de suite après, Julien Guillemet, merci d'être là. Tu es directeur des gestions des fonds grand public. Les auditeurs te connaissent et on va rentrer très concrètement dans le vif du sujet. On va pouvoir te poser toutes les questions qu'on a reçues en amont. Et évidemment, parler des nouveautés, parler des produits qui vont bien, parler des produits sur lesquels la crise est passée et faire le bilan de tout ça. Bruno, pour commencer, j'ai une question très simple. On entend souvent finalement, nous qui sommes sur le terrain avec les équipes commerciales, que tout l'ESG finalement est un coût, que l'ESG n'apporte pas grand-chose, qu'on parle de ISR, de SFDR. Finalement, est-ce que tout ça, c'est vraiment générateur de valeur? Est-ce que ça a de l'intérêt? Alors très concrètement, Romain, personne ne souhaite vivre ou travailler dans une passoire thermique, on est d'accord. On est d'accord. Et donc le but, in fine, voilà, de ce qu'on fait en ESG, c'est donc le pilotage de la performance ESG des actifs sur lesquels on travaille via des actions concrètes.
Et l'intérêt des démarches dites de finance durable, donc SFDR, le cadre du label ISR, c'est de structurer nos approches autour des enjeux ESG qui sont les plus matériels. Alors on retrouve généralement partout les 5 principaux enjeux que sont la performance énergétique, le déploiement des énergies renouvelables, la trajectoire carbone, mais également la satisfaction des locataires, sans oublier les aléas climatiques. Mais aussi, selon les cas, on peut être plus ou moins amené à se pencher sur des choses comme les enjeux d'artificialisation des sols, de végétalisation, de consommation d'eau, d'inclusion, d'accessibilité. Et in fine, tout ça se traduit concrètement dans ce qu'on fait. On parlait à l'instant des acquisitions. Eh bien, en acquisition, nous appliquons des filtres qui sont différents selon chaque fonds sur lequel on travaille. Et le but, c'est de pouvoir s'intéresser à des cibles, exclure celles qui ne correspondent pas aux enjeux ESG des fonds, aux priorités ESG des fonds, dans le but de ne pas acquérir des actifs qui seraient préjudiciables à long terme. Voilà. Mais à court terme, il y a aussi des intérêts à la démarche ESG. Alors c'est exactement ce que je vais dire. Je t'entends souvent quand on se croise finalement dans les bureaux, je t'entends souvent parler de gains à court terme. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et surtout pour nos partenaires qui nous regardent, parce qu'on a une vision de l'ESG qui est quelque chose de très inertiel, très long sur l'immobilier. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces gains à court terme, nous en dire davantage? Oui, alors à très court terme, on peut prendre un exemple tout simple qui est la relation qu'on peut avoir avec nos locataires, qui sont nos sources de revenus finalement. Eh bien, un actif qui est peu performant énergétiquement, qui est fortement exposé à un aléa climatique, c'est un actif sur lequel il y a un risque immédiat de fidélisation du locataire, donc remise en cause du flux de revenus et de la rentabilité de l'investissement. Et donc ça, c'est un risque qui est immédiat, contrairement à une perspective plus de moyen terme qu'on pourrait avoir en tête, par exemple si on pense à une éventuelle transaction. Voilà. Donc on voit qu'adresser dès aujourd'hui les enjeux ESG des actifs, surtout lorsqu'ils sont critiques, c'est très important et ça crée de la valeur. Entendu. On ne va pas se mentir, on sort d'une période difficile sur l'immobilier, on sort d'une période de crise, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que cette crise a un peu rebattu les cartes? Est-ce que l'ESG a pris plus ou moins d'importance par rapport à ce qu'on faisait avant cette période de crise? Alors, la période de crise a de manière générale ralenti les investissements, notamment ESG. Néanmoins, ça n'a pas remis en cause les démarches ESG et on voit maintenant que les investissements reprennent, qui sont d'autant plus importants dans un contexte, on va dire, toujours plus compétitif. D'accord. Donc ces démarches sont maintenant de nouveau sur le devant de la scène, elles sont partout. Et par exemple, lorsqu'on cherche à financer des acquisitions ou à refinancer des portefeuilles ou dans nos relations avec nos locataires, donc en commercialisation, ces enjeux sont très discutés. D'accord. Est-ce que tu as des exemples concrets finalement pour illustrer tout ce que tu viens de dire, pour nos auditeurs, rendre les choses tangibles et apporter le CQFD, si je puis dire, la preuve que tout ça, ça apporte de la valeur aux clients, aux locataires et surtout la performance du produit à terme? Tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure d'hôtellerie. Donc en 2024, nous avons fait une belle transaction sur un portefeuille d'hôtels que nous avons financé via un prêt qui avait des caractéristiques de durabilité, donc des conditions à remplir pour avoir droit au taux intéressant que nous avons négocié. Et ces conditions, c'était en particulier le suivi par les actifs d'une trajectoire carbone spécifique. Très bien. Donc en amont, on arrive à mieux financer et à construire le produit de par ses aspects verts, si je puis dire. Et concrètement, pour le locataire, est-ce qu'il est prêt à payer plus? Parce que tout ça, ça coûte de l'argent, mais est-ce que le locataire, il s'y retrouve? Évidemment, c'est plus confortable de travailler dans un bureau isolé avec un bon système de chauffage, des énergies propres, mais est-ce qu'il est prêt à le payer, ça, le locataire? Tout à fait, ça c'est l'autre exemple important, c'est que les conversations avec nos locataires autour de la performance de leurs actifs, en particulier la performance énergétique, sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus déterminantes. Et on a eu par le passé des expériences où on a peut-être été trop réactif et où on a pu du coup faire des rénovations, mais la relation locataire, on va dire, était déjà un peu remise en cause. Aujourd'hui, on essaye d'être très proactif et y compris d'intervenir en site occupé, en tenant compte des éventuelles nuisances, mais en essayant pour le locataire d'être dans un schéma gagnant-gagnant. Et c'est justement là
que c'est intéressant de développer. Les scénarios d'amélioration ESG, en particulier d'amélioration de la performance énergétique, sont des scénarios sur lesquels on peut répercuter en loyer une grande partie des économies de charge et aller chercher un surloyer, alors selon une étude que nous avons menée chez Swiss Life Asset Managers France en 2024, de l'ordre de 15% couramment. C'est énorme et c'est super, c'est hyper concret. En mettant les immeubles, en travaillant nos immeubles sur la partie ESG, on arrive à déclencher, si je puis dire, 15% de loyer en plus. Voilà, et ça, en parallèle d'une meilleure commercialisation, on observe des durées de commercialisation qui peuvent être réduites de 20 à 50% sur les actifs au meilleur profil ESG, et aussi le fait que ces actifs ont moins de chances d'avoir des périodes de vacances. Donc l'amélioration de tous ces paramètres locatifs participe de ce qu'on appelle la valeur verte. Cette valeur verte, toujours selon notre étude menée l'année dernière, qui dans de nombreux cas vient au moins compenser les investissements consentis pour améliorer le profil ESG des actifs, et dans certains cas même générer une survaleur qui est couramment de plus 10%. Et conserver les locataires qu'on a envie de conserver parce qu'ils sont exigeants et ils demandent à ce que les immeubles soient au goût du jour en termes d'ESG. On a parlé des locataires, mais il y a d'autres parties prenantes avec lesquelles cette valeur verte commence à prendre de la matière et n'est plus une hypothèse. Donc bien sûr, dans le cadre des financements, on en a parlé juste avant, mais également dans le cadre de nos échanges avec les experts en valorisation immobilière qui expertisent nos immeubles à échéance régulière. Et on voit qu'aujourd'hui, tout ça se matérialise dans le fait que le marché est capable de donner une valeur à la performance ESG des actifs, et c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une excellente nouvelle et j'espère que ça permet de démontrer à nos auditeurs, comme je le disais, nous sommes souvent challengés sur le terrain, sur cet aspect ESG, SFDR et ISR. J'espère que c'est désormais plus clair et que ça permet, que c'est la preuve, ce que tu viens de nous apporter, la preuve que ça a de la valeur et que ça contribue à la performance. Bruno, je te remercie chaleureusement pour ton intervention extrêmement enrichissante et instructive. Merci Bruno. Julien, de nouveau, bonjour à toi. Merci d'être avec nous. Tu es directeur des gestions immobilières grand public chez Swiss Life Asset Managers France. On est habitués, nos auditeurs sont habitués à te voir. On fait souvent des webinaires ensemble. Je suis très content parce que cette année, on a une nouveauté à annoncer. Tu en es le gérant. Elle s'appelle, cette nouveauté, c'est la SCPI Mistral Sélection. Et évidemment, je voulais commencer par ça. Et en quelques mots, que tu nous rappelles les caractéristiques de cette SCPI. Alors, Mistral Sélection est la première SCPI 0% qui est gérée par une société de gestion dite institutionnelle. Et ce qui nous confère une... C'est une énorme différence, tu as raison. Ça nous confère une capacité de sourcing au niveau européen, parce que Swiss Life Asset Managers France est présent sur 5 pays. Et donc une capacité de sourcing pour investir la collecte de façon efficace et fiable. Et nous confère également une capacité de création de valeur sur nos actifs. C'est très différenciant. Et 0%, ça veut dire donc pas de com de souscription. La seule... en contrepartie, évidemment, d'une commission. La seule commission, c'est une commission de gestion qui est indexée sur les loyers. Donc il y a un alignement d'intérêt total entre le porteur de parts et la société de gestion. Et moi, je pense que c'est un mécanisme qui est très sain et qui est win-win, comme on dit. S'il y a plus de distribution, plus de loyers, plus de distribution, et c'est comme ça que nous aussi, en tant que société de gestion, nous gagnons notre vie. Je crois que vous avez, mesdames et messieurs, une diapositive qui s'affiche avec évidemment les caractéristiques de Mistral Sélection en parallèle de nos échanges. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, Julien, la stratégie d'investissement, quelle est-elle sur Mistral Sélection? Alors la stratégie d'investissement, elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir investi avant la fin 2025 plus de 60% hors de France. C'est déterminant d'un point de vue fiscal puisque les loyers imposés à l'SCPI à la source ne sont plus imposés pour le porteur de parts. Donc par rapport à une SCPI investie 100% en France, c'est déterminant. C'est pour ça que je le mets. Porteur de parts en direct, l'aspect européen a évidemment un intérêt parce qu'il y a du crédit d'impôt qui est généré. Exactement. C'est pour ça que c'est notre premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'investir dans le financement des régions en capitalisant sur leur transformation. Elles peuvent être d'ordre sociologique, démographique. Donc c'est très important. Et le troisième pilier, c'est d'investir de façon opportuniste
on ne va pas se fixer d'allocation cible d'un point de vue typologique pour se donner la meilleure flexibilité pour investir dans les meilleures conditions. Alors je vais être concis parce que je ne vais pas développer toutes les typologies, mais en bureau, ça va être d'investir dans les centres-villes pour connecter les locataires aux services. Aujourd'hui, c'est clair avec la décentralisation, tout le monde le sait. Pour le commerce, ça va être d'investir dans des enseignes qui répondent aux modes de consommation, pour répondre notamment aux spécificités sociologiques de certains territoires. Pour la logistique, ça va être d'accompagner le renforcement des flux de livraison dans les centres-villes, donc d'acheter dans la logistique de proximité. Ouais. Et pour l'hôtellerie, ça va être, ça, je suis rapide sur la typologie, mais on n'a pas beaucoup de temps, ça va être d'investir, de capitaliser sur l'Europe du Sud actuellement, qui présente des actifs, notamment en loisirs, qui sont très vertueux et qui ont des chiffres d'affaires très intéressants. 2 exemples récents, Julien, sur ce que tu viens de décrire, notre stratégie. Quels sont les derniers actifs qu'on a rentrés dans le portefeuille? Alors, 2 acquisitions récentes sur Mistral. La première acquisition à Valenciennes, on a acheté sur un pôle commercial sur des enseignes discount qui répondent clairement au mode de consommation de cette agglomération. Très bien. Deuxième exemple, nous sommes en train d'acheter à Porto, en périphérie de Porto, un retail park avec des enseignes nationales, on va dire équivalentes à Darty ou Casa, pour ne pas les citer. Donc on est très content de ces investissements. Et ces 2 investissements génèrent plus de 7% de rendement avec des beaux longs. Voilà, donc pour amorcer une SCPI, on est très content d'avoir ces 2 investissements. Très bien, merci pour ces précisions. La SCPI, elle est dessinée pour délivrer un taux de distribution sur le long terme de l'ordre de 6,5% de taux de distribution par an. Alors évidemment, je le précise, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, c'est toujours bon de le rappeler. Et je le rappelle aussi. Tout à fait, merci. Je sais que l'année dernière, en 2024, année de lancement du produit, on est allé au-delà de ce chiffre de 6,5%. Ouais, on est très content. Combien et pourquoi? On va délivrer au titre de l'exercice 2024 8,59% de taux de distribution net d'impôt. Et par ailleurs, on va constituer 3% de report à nouveau par part en jouissance, ce qui est une réserve de distribution que dès 2025, on va pouvoir être locataire. C'est pour moi un élément très captif pour cette SCPI. Ouais. Donc plus de 8,5 de taux de distribution, ça c'est extrêmement, c'est preuve du concept qui marche, de l'investissement dans les régions, dans le développement des territoires. Et une grande diversification et une grande flexibilité de l'Europe dans nos investissements. Et effectivement, une SCPI qui est très opportuniste, ça c'est important, après une période de crise où on ne va pas se fixer véritablement de bornes prédéfinies. Exactement. Tu as très bien parlé de ce qui nous attire, ce qui nous plaît, mais on reste évidemment opportuniste, le but étant de créer et constituer un produit porteur de performance. Je change de sujet, j'ouvre le sujet d'Inapierre, mon cher Julien. Nous avons reçu, mesdames et messieurs, énormément de questions sur d'Inapierre, c'est bien normal. C'est normal. Et j'en ai une première à te poser, qui est dire finalement, est-ce que sur d'Inapierre, c'est véritablement là-dessus qu'on est challengé sur le terrain, est-ce que sur d'Inapierre, le plus dur, est-ce qu'on peut dire que le plus dur est derrière nous, ou on va encore vers des périodes tumultueuses? Il y a plutôt des bonnes nouvelles. On est sorti du gating, on tend vers une stabilisation des valeurs d'expertise. Il y a encore, Béatrice en parlait, quelques corrections plutôt sur l'immobilier tertiaire périphérique. Mais l'avantage de d'Inapierre, c'est que d'Inapierre, on n'a quasiment pas. On est très centraux dans nos investissements historiquement. Munich, Paris, Bruxelles, Barcelone, on a toujours acheté des actifs de taille raisonnable. Donc on résiste plutôt bien. Moins 2,22% au titre de 2024. Ce n'est pas satisfaisant, personne ne peut s'en satisfaire. Mais on réagit plutôt mieux que nos concurrents de taille équivalente qui sont plutôt entre moins 5 et moins 10%. Entendu. Et j'oublie, il y a un signal qui est bon aussi, c'est que... C'est le chemin de performance. Ouais, c'est-à-dire qu'au premier semestre 2024, on était encore négatif parce qu'il y avait encore des corrections. Le deuxième semestre 2024, on est positif dans la performance. Donc on voit, ça illustre bien la stabilisation des valeurs d'expertise et on commence à redevenir vertueux. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. En fait, tu parles d'un point d'inflexion au cours de l'année, probablement autour de l'été, où on a eu une petite remontée de valeur liquidative, avec en plus sur le produit des flux sortants qui se sont vraiment réduits, voire des flux de collecte, on retrouve une composante positive sur la collecte. Et ça, c'est peut-être témoin d'une bascule d'un rebond potentiel
de l'OPCI, en tout cas de cieux plus heureux. J'ai une question également qu'on nous pose très souvent, qui est celle de l'emploi du cash. Concrètement, on avait, corrige-moi si je me trompe, à peu près un quart de cash, si on fait une moyenne sur l'année dernière, dans le portefeuille. Comment est-ce qu'on a travaillé ce cash dans l'OPCI d'Inapierre? C'est l'avantage de cette remontée des taux directeurs des banques centrales, c'est que ça a généré des taux d'intérêt courts plus hauts, et ce qui a permis de placer le cash de façon sans risque, avec des rémunérations autour de 3,5-4, soit via des OPCVM monétaires, soit via des comptes à terme. Donc la période a été difficile parce que le marché a globalement corrigé techniquement, tenant compte de la remontée des taux. En revanche, effectivement, le placement du cash a été vertueux et a aidé et continuera d'aider l'OPCI dans le placement de sa composante cash. Donc on a bel et bien fait travailler le cash et il a contribué finalement à faire en sorte qu'on s'en tire mieux que certains de nos concurrents comparables. Le cash travaille bien et donc avec une volatilité nulle par essence. Julien, sur l'état locatif du portefeuille. D'abord, je reviens avant sur les valeurs d'expertise. On comprend bien que c'est le marché en fait qui était difficile. C'est pas l'OPCI d'Inapierre qui souffre particulièrement, c'est le marché qui était difficile. Si on regarde l'état locatif maintenant, c'est quand même la colonne vertébrale d'un parc immobilier. Qu'est-ce qu'on peut enduire? C'est le paradoxe. C'est là qu'on voit la qualité des locataires et qui valide un petit peu ce qu'on a fait rétroactivement en termes d'investissement. Le fait qu'on a acheté sur des actifs centraux, le fait qu'on a acheté des actifs de taille granulaire, le fait qu'on a acheté sur des fonciers qui savent s'adapter, qui savent évoluer, se transformer par rapport à l'évolution des modes de consommation, la façon de travailler, etc., on a un taux d'occupation physique qui est au-dessus de 95%. On a intrinsèquement un patrimoine dans Dinapierre qui est bon. Il a subi une correction technique, mais aujourd'hui, c'est le paradoxe. D'un point de vue locatif, ça va très bien. Ça va très bien et c'est effectivement pas de vacances. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, sachez qu'on est tout à fait ouvert et on le diffuse dans nos supports commerciaux sur l'intégralité des emplacements du parc immobilier de Dinapierre. Et ça permet de vérifier pas de vacances sur Dinapierre, la qualité des emplacements, évidemment, des locataires. Je change d'univers, Julien. Je reviens sur un produit qu'on aime beaucoup dans l'équipe, mesdames et messieurs, sur lequel on a collecté de façon intéressante et satisfaisante au cours de l'année dernière, qui est la SC ESG Tendance Pierre. Alors encore une fois, je répète, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais clairement, quels sont les résultats sur 2024? On sait qu'ils étaient bons en 2022, année de lancement, et en 2023. Bilan des courses en 2024, Julien. Bilan des courses, on est très content puisqu'on est, comme depuis la création du fonds, dans le top 3 des performances avec 5,11%. Ça fait 3 années de suite qu'on est, dans le top 3 sur les différents classements. Et voilà, 5,11% cette année. Voilà, donc on est très content de cet essai qui a la spécificité d'avoir une flexibilité de gestion qui est très intéressante et donc d'avoir plusieurs moteurs de création de valeur. Alors je vais y venir. La stratégie d'investissement, d'abord bravo pour ces résultats, et la stratégie d'investissement, quelle est-elle? Alors la stratégie d'investissement, il y a 3 moteurs potentiels pour investir en direct, et on aura la même flexibilité d'investissement de la pierre, physique, sur les fonds tangible. Europe, en ce moment Europe du Sud, on aime bien l'Europe du Sud. On investit également dans des fonds institutionnels, ce qu'on peut faire sur une SCPI, ce qu'on peut faire sur une SC. Et donc on met à disposition des porteurs de parts de la SC notre savoir-faire et nos solutions institutionnelles. Et également, nous investissons dans une poche d'SCPI. Nous avons investi dans des SCPI récentes, donc qui ne sont pas sujettes à correction, des SCPI qui collectent, donc qui investissent aujourd'hui dans des conditions de marché qui sont très favorables, avec des taux à 7-8%. Et donc ça apporte à la SC une diversification typologique et géographique qui est très intéressante. Aujourd'hui, on a investi dans plus de 6 pays sur la SC. Et j'imagine que ce portefeuille SCPI qui est au sein de l'ASC a aussi été résilient quand les marchés immobiliers ont baissé. Elles ont fait office de protection dans le portefeuille. Exactement. Donc super timing. Pas de correction de valeur de leur part, diversification, granularité. Moi, j'insisterai jamais assez. On sait à quel point aujourd'hui la granularité, elle a été clé dans les choix qui ont été faits, que ce soit en SCPI, en OPCI, en SC, par rapport à d'autres. Julien,
donne-nous, s'il te plaît, un exemple, ou un ou deux exemples, notamment d'investissement en direct ou sur les club deals. Alors j'aurais deux exemples qui me semblent intéressants. Le premier, on a investi à Roissy dans un pôle d'activité qui héberge les simulateurs de vol pour les pilotes d'Air France. Le locataire a un accord exclusif. Ou des grosses machines, un cockpit d'avion sur vérin hydraulique. Exactement, le locataire il a un accord exclusif avec eux. Et donc on peut imaginer que le locataire a investi énormément sur site. Donc le locataire il va rester très longtemps et c'est un investissement à plus de 7%. Donc très intéressant pour les porteurs de parts. Deuxième exemple, on a pris une participation dans un fonds d'hôtellerie, B&B, 22 hôtels en France. B&B qui est la deuxième marque en Europe sur l'hôtellerie. Donc une participation d'à hauteur de 15 millions qui génère tous les ans une rémunération également de plus de 7%. Donc on construit vraiment l'ASC avec plusieurs canaux d'investissement et c'est ce qui confère depuis la création du fonds à cette SCPI, une performance qui est vraiment au rendez-vous. Qui est très bonne, qui est stable. Et d'ailleurs, on a une collecte régulière. Ouais, et on fait partie des rares qui ont une collecte régulière sur... On nous fait confiance et merci pour ceux qui nous font confiance. Ouais. Tu as bien raison de le préciser. Entendu, dernier volet, Julien, avant de rendre l'antenne, SCPI Pierre Capital, qui est tout à l'heure dans Mistral Sélection, le nouveau produit, on disait qu'on investissait dans les régions. Sur Pierre Capital, c'est le discours inverse, on investissait dans les capitales, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la performance de l'année 2024 ? Alors on est très content pour 2024. On a réalisé la meilleure performance avec un taux de distribution de 5,22%. Et également, la santé locative du fonds donne raison à ce qu'on a pu faire en termes d'investissement. Plus de 97% de taux d'occupation financier, plus de 98% de taux d'occupation physique. Donc le fonds va bien. Le fonds va bien et on est très content de cette distribution cette année. Mais, il faut le dire, baisse du prix de part annoncée très récemment sur cette SCPI. Oui, on vient de baisser le prix de la part de 8,3% pour tenir compte de la correction du marché dont on parle qui est globale et ainsi aligner le prix de la part avec la valeur du patrimoine de la SCPI. Mais c'est la seule correction qu'on a apportée depuis 9 ans, depuis la création du fonds. La correction, elle est contenue. C'est parce que la SCPI résiste bien. Elle résiste bien parce qu'elle a investi dans les centralités, dans des zones centralisées, que ce soit en France et en Europe. Et on résiste bien. On voit qu'il y a beaucoup de SCPI de cette génération qui ont fait des corrections multiples, souvent, et à 2 chiffres de leur prix de part. Nous, 8,3% en 9 ans, alors même qu'on avait fait des augmentations régulières, etc. Donc aujourd'hui, tu as le prix de souscription et la valeur de reconstitution qui sont en ligne. Elle n'est ni surcotée, ni sous-cotée. Exactement. Elle est au juste prix. Voilà, exactement. Et cet alignement va, selon moi, susciter la collecte et permettre d'investir dans un marché corrigé qui prend des super opportunités. Et ce sera dans l'intérêt des porteurs de parts qui sont déjà là et ceux qui y rentreront demain. Et puis mécaniquement, j'imagine, alors c'est difficile de se prononcer, mais mécaniquement, un taux de distribution, comme le prix de part baisse, un taux de distribution qui devrait être en hausse éventuellement l'année prochaine. Oui, bien sûr, exactement. C'est mécanique. Je rappelle que Pierre Capital est une des rares SCPI de la place, il y en a d'autres, mais qui depuis plusieurs années augmente son taux de distribution. Donc ça, c'est un élément, un témoignage de la solidité, de la robustesse de notre gestion. Et pour rappel, investi majoritairement en Allemagne. 50% en Allemagne, tout à fait. Très déterminant d'un point de vue fiscal, puisque 50% des revenus allemands ne sont plus imposés en France. Tout à fait. 50% des revenus de la SCPI ne sont plus imposés en France. On a compris. Merci Julien, merci pour ces éclaircissements, merci pour ton temps. Mesdames et messieurs, il est temps de clôturer ce webinaire en direct. Avant de vous remercier, je voulais simplement retenir en quelque sorte ce que j'avais retenu et les 3 points principaux que je retiendrai. D'abord, un marché immobilier qui a quand même probablement mangé son pain noir, si je puis dire, avec des investisseurs qui reviennent sur le marché, un regain d'intérêt. Et ça, c'est un signal, et d'ailleurs, tu l'as dit, Julien, on le voyait sur Dinapierre, un point d'inflexion et peut-être, je l'espère, un retour vers la performance. Également, deuxième point à retenir, l'hôtellerie et l'Europe du Sud. Vous avez compris que l'hôtellerie, déjà l'année dernière, on avait dit que c'était un secteur qu'il fallait avoir dans ses portefeuilles. On le maintient. On le redit,
Et on redit également que l'Europe du Sud est source de performance. Johanna, Béatrice, Charlie l'ont démontré tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important. Sans oublier, effectivement, cet aspect ESG qui, sur le long terme, et contrairement aux idées qu'on peut avoir parfois ou nous-mêmes entendre sur le terrain, qui est vecteur de performance et de qualité du portefeuille. Tous les fonds grand public de Swiss Life Asset Managers France sont labellisés ISR. Et donc vont bénéficier de ce travail que faire de Bruno et créer de la valeur et fidéliser les locataires, c'est essentiel. Tout à fait. Et le dernier point, et pas des moindres à retenir pour moi, c'est ce nouveau produit, la SCPI Mistral Sélection, 0% de droit d'entrée, qui investit en Europe à terme pour plus de 60% de son portefeuille et également qui contribue au développement des territoires, qui est la première SCPI à 0% de la place proposée par un asset manager européen. Ça, c'est véritablement intéressant pour vos clients, mesdames et messieurs, qu'il faut que vous considériez. Je sais que vous avez les photos et les coordonnées de l'équipe commerciale qui se sont affichées normalement à l'écran. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de plus d'infos, on sera là pour vous répondre. Je vous remercie évidemment toutes et tous pour votre temps, votre écoute et votre confiance. Et nous vous retrouvons l'année prochaine sur ce même plateau. À très bientôt, au revoir. Et merci messieurs pour votre temps. Merci. Merci Romain.